Chapitre 1. Introduction I. Définition. L'histologie est l'étude de la structure morphologique des tissus et des organes par différentes méthodes de microscopie. Elle étudie la façon dont les cellules interagissent entre elles. Il s'agit d'une science à l'interface d'autres disciplines qui intègrent des données de la biochimie, de la biologie moléculaire, l'anatomie et de la physiologie. La connaissance de l'histologie des tissus sains est un prérequis indispensable pour l'anatomopathologie. 2. La microscopie. Il y a deux méthodes pour étudier l'histologie. Microscopie électronique. Microscopie optique. On utilise un microscope car notre œil a des limites qui est de 0,2 mm. La plupart de nos cellules, les cellules eucaryotes, se situent entre 100 à 10 micromètres en largeur, il est donc impossible de les distinguer à l'œil nu. On utilise alors la microscopie optique qui est basée sur de la lumière visible mais elle a une limite, elle ne saura pas distinguer deux points dont la distance est inférieure à 0,2 micromètres. Si deux points sont plus rapprochés que 0,2 micromètres, on ne saura pas les distinguer l'un de l'autre car les longueurs d'onde des points vont s'interposer et interférer, les deux points seront donc confondus. Toutes nos cellules sont au-delà de cette limite. On sait donc voir nos cellules eucaryotes, des cellules simples, des cellules prokaryotes et certaines mitochondries. Mais les virus, les ribosomes ont une taille entre 100 nm donc on ne les voit pas en microscopie optique. Pour pouvoir des structures plus petites ou l'intérieur des organites, on utilise le microscope électronique à transmission qui est basé sur un faisceau d'électrons qui a un pouvoir de définition de 1 angstrom ou 0,1 nm. Avec le microscope électronique, on peut même aller jusqu'à l'échelle moléculaire et analyser par exemple l'ADN. Par exemple, ci-dessus ce sont deux coupes au niveau de l'intestin grêle qui est composé de grandes cellules cylindriques, on voit le noyau, le cytoplasme. Au sommet de la cellule, on a une espèce de frange comme des poils, ça porte le nom de bordure en brosse. Ce sont des replis de la membrane qui permettent d'augmenter la surface d'échange. Ici, c'est un des grossissements le plus important que l'on peut avoir avec le meilleur microscope optique. On voit déjà quelques structures comme le noyau des cellules, les nucléoles, la bordure en brosse, les mitochondries. Mais malgré qu'on soit à un agrandissement élevé, on ne voit pas les détails. À droite, il s'agit du cliché équivalent en microscopie électronique, le détail est plus fin. On voit le noyau, le nucléole, les limites cellulaires, les mitochondries et la bordure en brosse mais en meilleure résolution. La microscopie électronique commence là où la microscopie optique s'arrête. Si on essaie d'agrandir encore le cliché de gauche, il va devenir complètement flou en raison de la limite physique alors que le cliché de droite peut être encore agrandi. Mais en microscopie électronique, on ne sera pas limité, on pourra aller à des grossissements supérieurs. Par exemple, si on agrandit encore avec le microscope électronique, on obtient ce cliché. On voit les replis de la membrane cytoplasmique apicale, ces replis évoquent les poils de bordure en brosse d'où son nom. Chaque repli est un microvillosité. On voit plus en détail comme les mitochondries, on peut encore monter en agrandissement. Sur le cliché d'agrandissement 50 000, on zoome sur la mitochondrie. Si on monte encore à 1 million, on arrive presque à la limite du microscope électronique basique. Sur le dernier cliché, on observe une molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN est en forme de collier de perles. Histoire de l'histologie. Les études histologiques débutent avec l'invention du microscope optique par Robert Hooke et amélioré par Van Leeuwenhoek. Ils ont inventé un système optique basé sur deux lentilles pour grossir un objet, ces deux lentilles sont d'une part l'objectif et d'autre part l'oculaire. B. La microscopie optique. En microscopie optique, il y a une limite physique mais on peut obtenir des grossissements différents, ils vont débuter vers 40 à 50 et va aller jusqu'à 1000. On peut faire varier ce pouvoir de résolution. Le pouvoir de résolution est la plus petite distance en dessous de laquelle deux points ne sont plus distingués. Pour avoir un pouvoir de résolution maximum, on utilise des longueurs d'onde petites et augmenter au maximum l'indice de réfraction du milieu et la valeur du sinus de l'angle. La longueur d'onde, rayon gamma, rayon X, rayon UV. On a toute une gamme d'ondes de longueurs différentes. On ne va pas pouvoir jouer sur ce facteur car notre œil n'est sensible qu'à la lumière visible, si on parle dans les ultraviolets ou rayons X, on ne va pas les voir. On va devoir rester dans la gamme du visible. Lorsqu'on observe un objet, il est traversé par un rayon de lumière qui va arriver dans une lentille qui est la lentille de l'objectif et l'objet va être agrandi une unième fois. Cette image va passer dans une deuxième lentille qui est la lentille de l'oculaire et va donner une deuxième image qui est l'image que l'on va visualiser.
Pour pouvoir augmenter le grossissement, on utilise des lentilles d'objectif de plus en plus puissantes. On a 4 types d'objectifs, 4x, 10x, 40x, 100x. Avec le 4x, on pourra grossir au maximum à 40x points. Si on travaille avec un objectif de 10x, on obtient un grossissement de 100x. Si on travaille avec un objectif de 40x, on obtient un grossissement de 400x. Si on travaille avec un objectif de 100x, on obtient un grossissement de 1000x. Indice de réfraction, les rayons lumineux sont déviés quand ils passent d'un milieu à l'autre n'ayant pas les mêmes indices de réfraction. Quand on utilise des objectifs qui ne sont pas à immersion, les rayons lumineux passent d'abord dans du verre puis dans de l'air, c'est là qu'ils sont déviés et on perd beaucoup de rayons lumineux et donc de la définition. Si on met entre l'objectif et le verre, un milieu qui a un indice de réfraction identique à celui du verre, c'est de l'huile à immersion, ainsi les rayons ne seront pas déviés et le pouvoir de définition sera plus important. Seul avec l'objectif 100x, il faudra utiliser l'huile à immersion. Sinus de l'angle de l'ouverture, lorsqu'on veut agrandir très fort, il nous faut un sinus le plus grand possible. L'angle de l'ouverture est l'angle qui est présent à partir d'un point lumineux de la coupe vers les extrémités de la lentille de l'objectif. Si l'objectif est éloigné de la coupe, l'angle est étroit, il se rapproche de 0 degré égale 0, si on rapproche l'objectif, l'angle devient plus large, on se rapproche d'un angle proche de 90 degrés égale 1. Si on veut des forts grossissements, il faudra rapprocher l'objectif de la coupe. C. Les différents microscopes optiques, on a une source lumineuse, la lumière est condensée par un condensateur puis elle passe au travers d'un trou dans une zone qui est la platine. C'est sur cette platine, au-dessus du trou que va être posée la coupe histologique, donc la lumière passe au travers du trou de la platine puis passe au travers de la lame de verre et de la coupe puis arrive au niveau de l'objectif où il y a là une lentille qui va grossir une fois l'image. Puis, on arrive dans un prisme qui va dévier les rayons puis on arrive au niveau de la deuxième lentille qui va grossir l'image une deuxième fois et donner l'image définitive. Microscope optique. Microscope à discussion, il y a 2 têtes, les 2 examinateurs vont voir le même champ. Photomicroscope, les images sont reçues par une caméra, très important pour avoir des analyses quantitatives. Microscope inversé. Pour analyser des cellules vivantes, les cellules sont dans une flasque mais la flasque mesure quelques cm de hauteur donc on ne sait pas descendre à moins de 1 mm donc ici, l'objectif est en dessous. Comme ce sont des cellules vivantes, on ne peut pas les colorer, on va devoir utiliser le contraste de phase pour créer une différence de longueur d'onde. Cela donne des images en noir et blanc. On voit ici le noyau, des zones hétérochromatiques plus sombres à l'intérieur du noyau, la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Microscope à fluorescence, on peut essayer de tracer spécifiquement certaines protéines dans les cellules comme les protéines du cytosquelette, protéines du cycle de Krebs. Si on veut détecter ces protéines sur les coupes, on va utiliser le principe d'immunofluorescence ou immunocytochimie. On va isoler la protéine humaine et la purifier pour ensuite l'injecter à un lapin et va donc développer des anticorps contre cette protéine. On va prendre des coupes, on va y retrouver les îlots de Langerhans qui fabriquent l'insuline. On veut retrouver ces cellules produisant de l'insuline dans les coupes. On va mettre du sérum de ce lapin qui a été immunisé, les anticorps du lapin vont se fixer uniquement où il y a de l'insuline. On va ajouter un 2 anticorps qui lui reconnaît les anticorps de lapin et qui est couplé à un agent fluorescent qui émet de la lumière. La lumière sera émise seulement où l'insuline est fabriquée. Microscope confocal, même principe que celui à fluorescence, sauf que la lumière est émise par un laser. On peut avoir différents fluorochromes, ils donnent une image très nette des objets en 3D. Scanner de coupe digitalisé, microscope qui va prendre différentes coupes à différents grossissements sur toute la surface du tissu et toutes ces coupes vont être stockées dans une banque de données. On peut se déplacer à l'aide du microscope virtuel sur la coupe à partir du poste informatique. Assez utilisé en anatomopathologie pour confronter les avis. Très cher. D. Préparation des tissus pour les études histologie. On peut observer toutes les structures vivantes comme tissus humains, bactéries, champignons, tissus animaux et des tissus végétaux. On peut prélever ces différents échantillons à partir de différents éléments, fluides corporels par amniosynthèse par X. Frottis du sang, frottis de moelle osseuse, examen de LCR. Muqueuse à partir d'une biopsie ou nécropsie. Une fois que l'on a prélevé le tissu,
il faut le fixer grâce à un fixateur qui est essentiellement composé de formol qui va créer des liens entre les protéines, ce qui va figer les protéines pour tendre vers un état semblable à quand elles étaient vivantes. Il est important de fixer rapidement les protéines car après le prélèvement, le tissu n'est plus oxygéné et donc les cellules vont mourir et les enzymes contenues dans les lysosomes vont digérer la cellule. Le fixateur va fixer toutes ces enzymes lysosomiaux. Ensuite, on va placer le tissu dans de la paraffine qui va permettre de faire des coupes très fines à l'aide d'un microtome afin que la lumière puisse passer à travers. En TP, nos coupes font 5 micromètres d'épaisseur. On va ensuite étaler les coupes sur une goutte d'eau, élever la paraffine, les colorer et les monter avec une lamelle couvre-objet et sont conservés longtemps. Après avoir fixé la coupe, il faut mettre les échantillons dans la paraffine et enlever l'eau en traitant les échantillons avec des alcools qui vont déshydrater les coupes et qui sont solubles dans la paraffine. Les coupes sont donc placées dans de la paraffine liquide à 60 degrés Celsius qui va être refroidie et solidifiée pour obtenir des blocs de tissu. Ensuite, on découpe la coupe et l'étaler sur une lame, enlever la paraffine et colorer la coupe. Colorants histologiques. Les colorants histologiques vont varier selon ce que l'on veut mettre en évidence. La plupart des colorants histologiques vont colorer des protéines de nature différente. Des colorations très utilisées sont la coloration hématoxyline et la coloration éosine. La coloration hématoxyline possède des groupements OH qui vont pouvoir se lier à des acides nucléiques. Donc les ADN et ARN vont être colorés. Le colorant éosine est un colorant rose et possède des groupements acides et qui vont donc se lier sur des protéines qui ont des groupements amines. Cela va donner une couleur rose au cytoplasme. Ce colorant est un peu embêtant car tout est coloré en rose et cela devient difficile de distinguer les différents composants de la coupe. Il préfère d'autres colorations, ce sont des colorations qui vont colorer de manière différente les différentes catégories tissulaires qui composent un organe ou un tissu. Il s'agit de coloration panchromatique. Une coloration panchromatique très fréquente est le trichrome de Masson qui est un mélange de 4 colorants. Une autre coloration panchromatique est le trichrome au bleu de Eden. Ou encore le tétrachrome d'Erland que l'on utilise dans l'hypophyse. En utilisant différents colorants, on peut mettre en évidence différentes catégories de cellules hypophysaires. En orange, ce sont les cellules somatotropes qui produisent l'hormone de croissance en rouge, ce sont des cellules qui produisent la prolactine au niveau des glandes mammaires. En bleu, ce sont des cellules gonadotropes qui agissent sur les testicules ou ovaires, elles fabriquent la FSH et la LH. En transparent, ce sont des cellules qui ne se colorent pas, elles sont dites chromophobes, elles fabriquent l'ACTH qui agit au niveau des glandes surrénales. Une autre coloration très importante est la coloration hématologique de Grunwald-Giemsa. Elle est utilisée car elle permet, à partir d'un frottis sanguin, de discriminer les différentes catégories de GB et particulièrement les polynucléaires. Il y en a un où le cytoplasme apparaît quasiment transparent, il ne prend pas les colorants, il est dit neutre. Ils sont donc appelés polynucléaires neutrophiles. L'autre polynucléaire où les grains sont roses, il prend un colorant rose, les éosines ils sont donc appelés polynucléaires éosinophiles. D'autres polynucléaires dont les grains prennent un colorant basique qui donne une coloration bleue. Ils sont appelés polynucléaires basophiles. Il y a des colorants très spécifiques, notamment les colorants de l'ADN comme l'hématoxyline. On voit des noyaux en interphase qui ont hors de période de division, leur membrane nucléaire, l'intérieur du noyau avec la chromatine claire. On voit généralement une ou deux zones plus sombres dans le noyau, le nucléole. En période de division, l'ADN va se condenser et va former des chromosomes que l'on peut voir car ils se colorent très fort grâce à l'hématoxyline. Donc avec ce type de colorant, on peut voir différents stades de la division. Un autre colorant spécifique pour le SN pour mettre en évidence les neurones, on peut utiliser le colorant violet de Crésil. Ce colorant colore en violet les amas de raies granulaires et ribosomes libres présents dans les corps cellulaires des neurones. Le noyau est plus clair. Les prolongements ne se colorent pas avec le violet de Crésil. Si on veut voir les prolongements, il faut utiliser d'autres colorants comme l'imprégnation argentique. L'arborescence est des dendrites. Sur les dendrites on observe des pointes qui sont des épines dendritiques, c'est là qu'il y a les jonctions synaptiques. Coloration mise au point par un Espagnol, Raymond Gachal. Ces imprégnations argentiques peuvent aussi mettre en évidence certaines fibres du tissu conjonctif et notamment un type de collagène, la réticuline. Cette réticuline est présente dans organes lymphoïdes.
On va retrouver des lymphocytes qui vont se loger dans les mailles du filet formé par la réticuline. Les fibres d'élastine sont colorées par l'orséine. En vert, ce sont les fibres de collagène et en brun orangé, c'est l'élastine. Cela permet de faire la différence entre une veine et une artère. La différence est qu'on a un livret plus brun qui est présent au niveau de l'artère mais pas au niveau de la veine. Si on veut aller plus loin, on peut faire de l'histochimie. Il s'agit de réactions chimiques sur les coupes. Par exemple, si on veut mettre en évidence les sucres, on va utiliser la réaction OPA. Cela va donner une coloration rouge. Une autre coloration est le bleu de Prusse qui va colorer en bleu turquoise le fer. Il y a des accumulations de fer au niveau de l'hémoglobine DGR. Toute une partie sur le cancer passé. On peut combiner différents fluorochromes pour avoir un double marquage. Les tumeurs changent rapidement de phénotype, elles vont d'adapter en fonction du milieu dans lequel elles se trouvent. Notre interprétation peut être biaisée à cause du fait que les coupes sont en 2D alors qu'elles sont à la base en 3D. Mais aussi s'il y a eu un souci lors de la préparation de la coupe. Tous ces faits étaient à propos du microscope optique. La microscopie électronique. En ce qui concerne la microscopie électronique, il ne s'agit plus de lumière visible. On va arracher des électrons en créant une différence de potentiel très importante. Les électrons présents au niveau d'un filament chauffé vont être arrachés du filament et accélérés au centre de la colonne. Ils vont traverser une petite grille où il y a des coupes extrêmement fines. Ce faisceau d'électrons va traverser les coupes. Ces coupes sont colorées mais pas avec des colorants visibles mais avec des sels de métaux lourds. Donc les électrons arrivant sur la coupe où il y a du plomb, les électrons vont être arrêtés par ces dépôts de métaux et vont ne pas passer. Les zones où il y a moins de protéines, etc., il n'y aura pas de dépôt, les électrons vont pouvoir passer. Ce sont donc les dépôts métalliques qui vont pouvoir donner le contraste entre les zones fortement denses et les zones moins denses. L'image obtenue ne sera jamais en couleur, elle sera toujours en noir et blanc. Une fois que le faisceau d'électrons a traversé la coupe, on va l'étaler dans le fond du microscope. On reçoit une image car on va mettre une plaque dans le fond du microscope qui réémet une lumière visible lorsqu'elle est bombardée d'électrons par fluorescence. C'est cette lumière que l'on va pouvoir visualiser. Mais cette image est tout de même assez floue donc on va repérer la bonne zone et faire des photos. La colonne est blindée car les électrons ne voyagent pas dans l'air, il faut que dans la colonne une vide d'air très poussée. On peut arriver à un grossissement jusque de angstrom. Préparation des échantillons. Les échantillons sont très petits. Il faudra les entourer d'une structure plus solide que la paraffine. Le diamant, on va utiliser un ultramicrotome qui a un couteau en diamant qui va permettre de très fines couches de coupe que l'on va déposer sur une petite grille métallique que l'on va déposer sur la colonne. Si on fait une coupe trop épaisse, on peut rayer le couteau en diamant. Classification des tissus. Les tissus étudiés en histologie générale peuvent être des tissus simples ou des tissus composés. On peut également classer les tissus selon leur origine embryonnaire. Dans l'embryon précoce, il y a un stade de blastula. Il y a le feuillet externe, l'ectoderme qui va donner la peau et le SN central. Il y a des amas cellulaires coincés entre l'ectoderme et l'endoderme, c'est le mésoderme qui va donner beaucoup d'organes internes comme le squelette, le système vasculaire, les muscles, l'appareil reproducteur, les reins. L'endoderme va donner les glandes endocrines, le foie, le système digestif, les poumons. Chapitre 2, rappel de cytologie. Nous sommes des organismes pluricellulaires eucaryotes. Nous avons 1013 cellules à l'âge adulte. Elles sont organisées en tissus et organes et vont collaborer via des interactions. La cellule eucaryote est très complexe. Elle est compartimentalisée contrairement aux bactéries. On aura des sous-unités appelées organites qui vont se spécialiser dans des réactions métaboliques particulières. Il y en a 13 à 15 dans une cellule eucaryote classique. Le noyau renferme l'information génétique sous forme de chromosomes. Au sein de ce noyau, on a un sous-organite, le nucléole qui est une zone plus sombre spécialisée dans la production des sous-unités ribosomiales. Le noyau est très important, c'est un des critères pour discriminer les différents types de cellules qui composent notre organisme. Tout d'abord, le noyau peut avoir plusieurs positions. Centrale, par exemple dans les lymphocytes. Excentrique, par exemple dans les plasmatocytes. Aplati et périphérique, par exemple dans les cellules de stockage de type adipocyte, le noyau sera rejeté en périphérie avec les autres organites car le volume de graisse occupe quasi tout le cytoplasme.
basale, centrale ou apicale, dans les cellules épithéliales qui ont deux pôles. Ensuite, il peut avoir plusieurs formes. Sphérique ou ovoïde, généralement. Pavimenteux, dans les cellules pavimenteuses. Réniforme, en haricots, dans les monocytes par exemple. Polynucléaire, plusieurs lobes reliés par des isthmes, dans certains globules blancs. Crénelé, dans des cellules de grande taille comme les mégacaryocytes qui vont donner les plaquettes sanguines. De plus, le noyau peut être de plusieurs dimensions. Dans les cellules eucaryotes, on a la même quantité d'ADN, on a une cellule diploïde, dans 99,9% des cas. Le noyau a environ la même taille dans toutes ces cellules. Dans certains cas, les cellules doublent leur ADN, avant la division cellulaire. On aura alors 4 N chromosomes. Si la division n'a pas lieu, on aura des cellules tétraploïdes. Le noyau doit renfermer plus de matériel génétique, il sera donc plus grand et le volume de cytoplasme sera proportionnel. Si on a des cellules 4N qui répliquent encore leur ADN et ne se divisent pas, on aura des cellules octoploïdes et on aura encore une augmentation de volume. Les mégacaryocytes sont naturellement polyploïdes et donc très volumineux. Dans certains cas, on peut modifier un organisme et former un organisme dont toutes les cellules comportent 3 ou 4 chromosomes identiques au lieu de 2. Par exemple, des huîtres bien charnues ont été transformées et sont tétraploïdes. Enfin, on peut avoir un nombre différent de noyaux dans une cellule. Dans 99,9% des cas, on aura un seul noyau dans les cellules de notre organisme. Les cellules sont uninucléées. Si on a deux noyaux qui cohabitent dans le même cytoplasme, on aura des cellules binucléées. Un certain pourcentage des hépatocytes ont deux noyaux de manière naturelle. D'autres cellules possèdent un nombre important de noyaux. Ce sont généralement des cellules de grande taille, elles sont dites polynucléées. On peut aller jusqu'à plusieurs centaines de noyaux. Lorsque le cytoplasme renferme plusieurs noyaux, on parle de syncytium. Naturellement, nous possédons par exemple des supermacrophages dans nos os mais aussi des cellules musculaires striées squelettiques qui possèdent plusieurs noyaux contenus dans des cellules géantes. Chez les mammifères, les hématies ont perdu leurs noyaux au cours de leur développement. Ils sont donc dépourvus de noyaux, on les dit anucléaires. C'est une caractéristique du mammifère. Au niveau structurel, dans une cellule en interphase, on a une zone qui forme la chromatine nucléaire. Dans cette zone, on a des zones plus claires où les gènes sont actifs et des zones hétérochromatiques plus sombres où l'ADN est compacté et les gènes inactivés. Il y a une zone particulière du noyau, plus ou moins de forme sphérique qui apparaît plus dense, sombre, c'est le nucléole, qui produit les sous-unités ribosomiales. Le noyau est limité, il y a une frontière avec le cytoplasme. Cette frontière est constituée de deux membranes. Le noyau avec la mitochondrie est le seul organite qui est limité par une double membrane. On a la membrane nucléaire interne et externe. Il y a des points de discontinuité dans cette enveloppe, ce sont les pores nucléaires. Cette enveloppe sera en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux. C'est la continuité de l'espace qui se trouve entre les deux membranes. L'enveloppe nucléaire externe va présenter à sa surface des ribosomes. A. La membrane nucléaire I. Les pores nucléaires sont des structures protéiques complexes réparties régulièrement à la surface du noyau et qui forment un espèce de tore avec une protéine centrale et d'autres protéines qui ressemblent à un panier de basket côté nucléaire. Les pores nucléaires servent à reconnaître les protéines fabriquées au niveau des ribosomes libres du cytoplasme qui doivent aller migrer et s'installer dans le noyau. On aura toute une série de protéines qui vont s'associer à l'ADN. Par exemple, les histones sont produites dans le cytoplasme ou encore le complexe de l'ADN polymérase et de l'ARN polymérase. D'autres enzymes vont rester dans le cytoplasme comme les protéines de la glycolyse. L'aiguillage sera réalisé grâce à une séquence NLS qui est présente sur les protéines à importer dans le noyau. Elles seront reconnues par les importines qui vont s'attacher au récepteur du pore nucléaire, au niveau duquel elles vont libérer la protéine qui sera prise en charge par le pore. On aura une utilisation d'énergie lors de ce passage. Le pore nucléaire permet aussi un transport du noyau vers le cytoplasme, pour l'RNM, l'RNRN, les ARNT. Une série de protéines particulières sont associées à la membrane du noyau. On a des protéines transmembranaires qui sont internes, les protéines de type SUN. Elles traversent la membrane interne et sont reliées à la membrane externe. Elles sont associées,
côté interne, a des filaments intermédiaires particuliers, les lamines. Les lamines sont importantes, elles font le lien entre la membrane interne et certaines parties des chromosomes, des zones inactives de l'ADN. Le noyau va être positionné à des endroits particuliers du cytoplasme, pas au hasard. Autour du noyau, il y a un espèce de filet formé par le cytosquelette qui le positionne. Le noyau sera relié à ces éléments du cytosquelette grâce à des protéines appelées nesprines associées à la membrane externe. La nesprine 1 et la nesprine 2 relient les filaments fins d'actine aux protéines SUN associées à la membrane externe. La nesprine 4 relie les microtubules aux protéines SUN et la nesprine 3 relie la membrane nucléaire aux filaments intermédiaires. Ces protéines et notamment les lamines qui relient la membrane nucléaire interne à la chromatine vont assurer un lien physique entre ces éléments pendant une bonne partie de la vie de la cellule, pendant la partie de la vie de la cellule qui n'est pas en division, l'interphase. Ce lien qui existe va se rompre et disparaître pendant la division cellulaire. Pendant la prophase, les protéines de la lamina nucléaire vont se disloquer et il n'y aura plus de lien physique entre la membrane nucléaire et la chromatine. Les chromosomes vont se condenser et la membrane nucléaire qui n'a plus ce lien va finir par se disloquer juste avant la métaphase, pendant la période de pré-métaphase. Les chromosomes se retrouvent libres dans le cytoplasme. Lorsque les chromatides se sont libérées l'une de l'autre et migrent vers les pôles, l'enveloppe se reforme au niveau des deux cellules filles. Les lamines retrouvent leur forme initiale, permettant de réassurer la liaison entre la chromatine et l'enveloppe nucléaire interne et ce noyau va se reformer autour des noyaux des futures cellules filles. B. La chromatine nucléaire. La chromatine nucléaire est constituée d'ADN et de protéines particulières, les histones. L'ADN n'est donc pas nu comme chez les bactéries, il est toujours associé à des complexes protéiques formés d'histones, les nucléosomes. Ils sont constitués de 8 sous-unités protéiques, 2 histones H2A, 2 H2B, 2 H3 et 2 H4. Ils font environ 10 nm de diamètre et la double hélice d'ADN forme 2 spires et demi environ autour de chaque nucléosome, puis on a une partie libre d'ADN libre entre 2 nucléosomes successifs, etc. Dans certains cas, les nucléosomes sont séparés les uns des autres et on a des fragments d'ADN libres entre 2 nucléosomes successifs. Lorsqu'ils ne sont pas empaquetés, c'est la forme où l'ADN est le plus décondensé possible. L'épaisseur est alors de 11 nm. L'ADN est sous forme décondensée et évoque un collier de perles. L'histone H1 n'est pas présente naturellement mais joue un rôle important. Si elle est phosphorylée, elle s'attache au nucléosome. Comme un crochet entre des wagons, elle va permettre d'empacter les nucléosomes successifs en les rapprochant les uns des autres pour permettre une condensation de l'ADN. On passe alors à une structure plus compacte, plus hétérochromatique. Ce phénomène d'empaquetage sera exacerbé lors de la division cellulaire. Pendant la prophase et la prémétaphase, le compactage sera maximal et on pourra voir les chromosomes en microscopie optique, leur taille dépassera les 0,2 micromètres. En temps normal dans le noyau, on aura des zones foncées qui forment l'hétérochromatine, généralement en périphérie. L'ADN est en forme 30 nm d'épaisseur. Les zones plus claires correspondent à l'euchromatine, forme en collier de perles. En hypercondensation, pour la division, l'ADN va se compacter encore jusqu'au maximum pour arriver en métaphase, son épaisseur sera alors de 1400 nm. C. Les chromosomes. Il y a 46 chromosomes par noyau. Quand l'ADN se compacte avant la division, c'est comme si on rembobine des pelotes de laine. Juste avant la division, on rembobine ces pelotes et on peut visualiser chaque chromosome. Les chromosomes peuvent être classés par paires, 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Au moment de la division, on pourra voir ces chromosomes et établir la carte chromosomique d'un individu. C'est un outil très utilisé dans les diagnostics prénataux. On va ponctionner le liquide amniotique dans lequel baigne le futur enfant à naître lors de suspicion de maladie ou d'anomalie génétique chez le fœtus. Les cellules prélevées seront mises en culture. Au moment de la division, on les fera éclater pour classer les chromosomes et établir la carte chromosomique du futur enfant. On pourra détecter la présence d'un chromosome supplémentaire, par exemple au niveau du chromosome 21 qui provoque le syndrome de Down, avec un retard dans le développement mental de l'individu. On pourra aussi détecter un gène manquant ou muté, avec des maladies rares résultant de la mutation des 2 allèles du même gène. D. Rôle du noyau. Le noyau est le siège de la réplication avant la division, et il renferme l'information génétique sous forme de gènes. Ces gènes codent pour fabriquer certaines protéines.
Avant de les fabriquer, on fait une copie de l'information génétique sous forme d'ARNM grâce au phénomène de transcription qui a lieu dans le noyau, grâce à l'ARN polymérase. L'ARNPol va se fixer au niveau du promoteur du gène puis, il va transcrire le gène pour fabriquer la copie complémentaire avec l'appariement des bases en ARNM. Une fois qu'on arrive au site de terminaison, l'ARNM va se détacher puis subir des transformations pour pouvoir sortir du noyau et être décodé par le ribosome. Les zones actives de l'ADN sont les zones claires, euchromatiques. En effet, pour pouvoir transcrire un brin d'ADN, il doit être la plus linéaire possible. Dans les zones hétérochromatiques, la transcription n'est pas possible, on est dans des zones muettes de l'ADN car l'ARNPol ne peut pas se déplacer facilement. Toutes nos cellules ont exactement la même information génétique mais chaque cellule ne va pas utiliser les mêmes informations que les autres. Les zones hétéro- et euchromatiques de chaque cellule seront différentes en fonction des besoins de chaque cellule. Si on a un noyau très euchromatique, cela signifie qu'on a énormément de gènes actifs, et qu'on a une palette de gènes très importante qui est actif, qui est transcrit et sera ensuite traduit en protéines. Il y a donc un éventail très large de protéines produites dans cette cellule. À l'inverse, s'il y a un noyau très hétérochromatique, avec plus de zones sombres, le nombre de gènes actifs est beaucoup plus réduit et il y aura une palette de protéines produites beaucoup moins large. Après avoir été fabriqué, l'ARN va subir des transformations post-transcriptionnelles dans le noyau. Chez les eucaryotes, l'ARN est constitué d'un message fragmenté. L'ARN primaire est constitué d'exons avec des introns entre les exons. D'abord, on va ajouter à l'ARNM une guanine 7 minutes méthylée qui va s'attacher à l'extrémité 5 minutes, c'est la coiffe. Elle permet au ribosome de reconnaître l'avant de l'ARNM et de commencer par ce côté-là. Ensuite, on va ajouter une queue poly-A à l'extrémité 3 minutes pour augmenter la durée de vie de l'ARNM dans le cytoplasme, il pourra être lu à plusieurs reprises grâce à elle. Enfin, on aura l'épissage qui consiste à éliminer les introns. On aura alors un ARNM mature qui pourra être exporté dans le cytoplasme via les pores nucléaires et être décodé par les ribosomes. Le nucléole est présent dans le noyau. Il peut y avoir 2 ou plus de nucléoles juste après la division, mais en général il y a un seul nucléole par noyau. Il présente 3 zones distinctes. Une zone claire appelée zone fibrillaire lâche ou organisateur nucléolaire. C'est là que se trouvent les gènes qui codent pour les ARNR. Une zone plus sombre autour de l'organisateur nucléolaire. C'est la zone fibrillaire dense. Une zone granulaire, la zone granulaire du nucléole en périphérie. On a toute une série de chromosomes particuliers qui codent pour les ARNR. Ces chromosomes se rassemblent dans la zone centrale du nucléole, la zone fibrillaire lâche. Ces gènes seront transcrits par l'ARNPol de type I pour former un ARNR primaire.